Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Mathieu. bonjour Léla. On peut prendre le temps un peu de se Bon, présenter peut-être ouais, bien sûr. vite fait. Mathieu, je te laisse Ouais, te présenter. bonjour à tous, moi je m'appelle Mathieu, je suis Data Privacy Engineer chez Dastra. Merci Mathieu. Et moi, c'est Leïla Saïssa, donc je suis Legal Content Manager, responsable du contenu juridique chez Dastra. Dastra, c'est donc une plateforme qui est créée en 2020. Ça fait 5 ans maintenant. Peut-être plus un peu, non? Et qui est utilisé par plus de 20 000 utilisateurs, 4 000 organisations, et qui est principalement là pour aider les DPO et autres, pas que les DPO, à gérer la conformité RGPD, IA et plein d'autres. La réglementation, voilà, pour simplifier la conformité et aider à piloter tous ces sujets. Mathieu, n'hésite pas à chaque fois Ouais, bien sûr, non, non, à effectivement, rebondir. bah, comme tu dis ce qui a été parfait, effectivement, maintenant, de plus en plus, on a des DSI, tous ces métiers-là, hein, de la sécurité, de la cyber, de la compliance bientôt aussi, hein, qui nous rejoignent. Donc, dans ce webinaire qui tourne autour du bilan DPO, déjà comprendre pourquoi ce rapport d'activité est devenu indispensable, parce qu'on va le voir que c'est pas forcément obligatoire de parler texte, mais c'est quand même indispensable. Ensuite, les retours terrain que nous allons voir avec Mathieu, voir comment le bilan est perçu, comment il est utilisé, qu'est-ce que les DPO en pensent vis-à-vis de l'utilité. Et ensuite, la partie peut-être la plus importante, c'est de vous aider à- à faire tout simplement, à prendre cette démarche de création du rapport, du bilan, en vous montrant tout simplement sur Dastra comment ça fonctionne. Donc, si ça vous va, on commence. N'hésitez pas, comme j'ai dit au tout début, de toujours mettre vos questions dans le chat. C'est un webinaire interactif. On est là pour répondre à vos questions également, pas que, ça peut être des remarques. N'hésitez pas. Ouais, beaucoup vos retours aussi, hein, parce que c'est vrai Et que les retours, on a oui, fait, voilà, on a fait ce webinaire l'année dernière, on a eu beaucoup de retours, donc aujourd'hui exactement. ça va nous permettre de vous présenter ces retours-là dans l'étape 2. Et donc tout ce que vous pourrez nous dire aujourd'hui sera également hyper enrichissant, sincèrement, sur vos pratiques, et puis voilà, comment vous mettez ça en place. Euh, Leïla, je te laisse la parole. C'est vrai qu'on le fait d'année en année, ce webinaire, donc c'est toujours intéressant de savoir si c'est utile et vos retours. Voilà. Donc, pour commencer, pourquoi est-ce que ce bilan est devenu indispensable? Euh, Comme j'ai dit, bien que les textes n'obligent pas, à vrai dire, de tenir ce bilan-là, ça reste quand même une étape cruciale. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que euh, bon, c'est fortement recommandé par la CNIL, mais bon, c'est pas le seul argument, bien sûr. Mais le DPO est là pour surveiller la conformité, conseiller l'entreprise sur ses pratiques qui sont liées à la protection des données. Euh, le DPO a plein de missions, aussi être le point de contact avec l'autorité de contrôle. Euh, et donc, pour bien se faire, pour réaliser au mieux toutes ces missions-là, tenir ce bilan est important pour démontrer plein de points, pour piloter la conformité, pour des questions de accountability, nous allons le voir. Euh, et c'est pas parce que le texte, donc en l'occurrence le RGPD, n'impose pas au DPO de le produire que ce n'est pas pertinent. Donc, euh, peut-être qu'il y a toujours un débat autour de cet article 39 sur l'émission. Mathieu, on en discutait dans la préparation de ce webinaire. Mais c'est clair que le texte ne l'impose pas. C'est pas pour autant, donc, comme on le dit, que c'est pas important, parce que les rapports d'activité, en fait, ils vont pouvoir participer directement au pilotage de la conformité, euh, et cela pour plusieurs points. Comment est-ce que le DPO pourra évaluer la maturité sans savoir en fait ce qui s'est passé dans l'année écoulée? Comment est-ce que les choses ont évolué? Euh, Comment poser des diagnostics finalement sur les traitements qui, bien sûr, grâce au registre de traitement, seront clairement définis par le DPO, mais aussi
permettre en fait, d'identifier les enjeux qui sont finalement associés à ces projets de traitement peut-être ou aux traitements qui sont mis en œuvre. Euh, et ça, c'est un enjeu aussi de clarté, en fait, finalement, sur ces traitements-là. Euh, et bien sûr, pouvoir documenter les démarches, soit les démarches qui ont déjà été effectuées, soit les démarches qui sont en cours, et pour respecter toutes sortes d'obligations qui s'imposent donc à l'organisme en question. Euh, et aussi, bien sûr, pour assurer l'adoption de réflexes qui sont protecteurs des données. Par exemple, c'est grâce au bilan qu'on va voir qu'il faut peut-être, prenons un cas, renforcer les mesures de sécurité je sais pas, d'accès aux bases de données. Peut-être qu'il faut renforcer la sensibilisation du personnel. Peut-être que le DPO est vraiment tout seul dans son coin, si je peux dire, et le reste n'adopte pas encore les bons réflexes. Et peut-être que le bilan permet de voir ça d'une manière plus concrète. Donc, ça peut tout autant aider pour adopter les bons réflexes et de mettre en place finalement les bonnes procédures qu'il faut, que ce soit pour anticiper, par exemple, ou gérer des violations de données, etc. Donc, il y a plein de cas. On peut pas tout voir, mais c'est sûr que le bilan permet de documenter toutes ces démarches et de savoir quoi anticiper également. Donc, anticiper les bonnes mesures à prendre ou à réitérer euh, euh, pour que ce soit pour garantir la conformité et continuer en fait, à assurer le même niveau de protection dans le temps, que ce soit pas que, par exemple, au moment du déclenchement du traitement, mais aussi dans la vie, dans la chaîne de tout traitement. Euh, et bien sûr, logiquement, pouvoir en déduire un plan d'action derrière. Donc, on peut l'imaginer en fait finalement à ce bilan comme un vrai tableau de bord qui aide pardon, à déduire de manière un peu dynamique, de manière régulière, des plans d'action et pour permettre en fait finalement à l'organisme de monter en maturité en termes de gouvernance, en termes de gouvernance des données ou en termes de gouvernance globale. Et bien sûr, vous vous en doutez, c'est un outil très important d'accountability et surtout de la communication. Parce que ce bilan-là, une fois créé, et nous allons voir donc ensuite comment faire, quelles bonnes questions se poser, quelles bonnes pratiques. Mais finalement, le bilan, il a aussi vocation à être communiqué. Il ne peut pas rester euh, mis de côté sous l'étagère. Donc, c'est important que ça soit communiqué aussi. Et cela pour plusieurs, en fait, pas seulement communiquer en termes de reporting euh, au supérieur du DPO, mais aussi peut-être au personnel, donc vis-à-vis des collègues du DPO au sein de l'organisme, mais aussi vis-à-vis des tiers. Et quand on parle en fait tout d'abord de la communication vis-à-vis de l'organisme, finalement, qui a désigné le DPO, euh, on sait tous que le RGPD prévoit finalement que le DPO doit euh, rendre compte directement au plus haut niveau de l'organisation. Et c'est pour ça que le bilan ici va être important dans la mesure où ça peut être vu comme un outil de reporting, tout simplement. Qui permettra au moins une fois par an, dépendamment de la fréquence. Nous allons voir il y a une grosse flexibilité sur comment faire ce bilan, mais aussi la fréquence, euh, quand le démarrer également. Donc, dépendamment de tout ça, le bilan en fait va pouvoir être la base qui se présente aux décideurs et qui démontre cette vision globale qu'a le DPO sur ces sujets, sur ce qu'il fait, ce qu'il ou elle fait au quotidien, quels constats, quelles remarques, quels besoins, quels moyens sont importants peut-être qui sont pas présents, et qu'il voudra demander en fait finalement après avoir présenté tous les sujets clairement. Donc ça permet de dresser ces constats, dresser ces recommandations. Et
faut faire attention que tant que cette demande de reporting ne remet pas en cause l'indépendance, parce qu'en fait, finalement, l'organisme, il peut demander la production au DPO d'un rapport d'activité sans que cela ne porte forcément atteinte à son indépendance. Mais bien sûr, il faut que ce rapport ne, ne remette pas donc en cause l'indépendance parce qu'il faut laisser le temps et les ressources nécessaires pour mener les actions prioritaires. Euh, donc, à savoir donc prioriser les tâches, bien sûr, mais ça reste une démarche importante et finalement une vraie opportunité pour rendre plus visible l'engagement du DPO, montrer l'ampleur du travail, montrer le progrès qui est réalisé en matière de gouvernance, comme nous avons dit, et quels sont les bénéfices qui découlent de l'engagement. Par exemple, un climat social qui est plus serein, peut-être une image renforcée auprès des clients sur la sécurité, par exemple. Euh, et c'est aussi, donc, comme je disais, l'occasion de mettre des mots sur les difficultés que le Mm. DPO a rencontrées pendant cette année qui s'est écoulée. Est-ce que c'était un manque de compétences? Est-ce que c'était des blocages internes? Est-ce que c'était une charge peut-être de travail très importante, trop importante? Euh, à quel moment est-ce que peut-être l'indépendance a été impactée ou atteinte? Donc, c'est l'occasion d'aborder tous ces sujets. Et bien sûr, ça en découle logiquement, mais aussi pouvoir en profiter pour demander les moyens nécessaires, que ce soit en soutien managérial ou que ce soit en temps dédié, ou peut-être l'adhésion à des réseaux ou des associations, c'est aussi important. Euh, voilà, Mathieu, n'hésite pas si tu as des Très remarques complet, à ce c'est sujet. parfait. Et sinon, vis-à-vis du personnel, donc on a compris pour le reporting et pour les supérieurs, mais pareil, c'est aussi important pour le reste, pour les collègues, pour le reste de l'organisme. Euh, Parce que ça va servir en fait d'action de communication interne qui va être à destination de tous ses collaborateurs, qui permet de renforcer la visibilité du DPO, euh, qui met en lumière finalement les actions, les relais internes, quelles sont les tâches ou peut-être les objectifs que le DPO voudrait que ses collaborateurs comprennent, les bons réflexes qui finalement va aider le DPO dans son travail quotidien tout simplement. Et rappeler les ressources aussi qui sont mises à disposition des équipes. Ça peut être, en termes de ressources, on parle de quelle est la procédure à suivre, peut-être en cas de violation de données, quelle mention d'information existe déjà. Il y a plein de ressources que le DPO pilote et qui crée. Et donc, c'est important aussi de le rappeler aux collaborateurs pour que ces ressources-là soient pleinement efficaces. Et, et, et voilà, gagner en visibilité, en soutien. Euh, donc, et rappeler encore que finalement, la protection des données n'est pas un sujet à prendre dans un, comment dire, c'est pas un sujet qu'on peut, qui est optionnel. Enfin, finalement, c'est pas un sujet qu'on peut prendre de manière isolée, qui vit un peu dans une bulle. Au contraire, Mm. ça touche à plein de sujets, c'est transverse et c'est l'occasion de le rappeler. Euh, ou encore, vis-à-vis des tiers, on l'a dit, la CNIL, elle recommande finalement ce bilan, mais c'est aussi important parce que la CNIL pourrait peut-être le demander, notamment en cas de contrôle. Ça peut montrer la démarche d'accountability que l'organisme a, parce qu'il montre en fait finalement à travers ça qu'on ne se contente pas de déclarer la conformité, mais ça s'inscrit dans une démarche réelle surtout dans une démarche structurée euh, et, euh, et que ça permettra en fait finalement à l'autorité de le voir, euh, de voir cet engagement-là de l'organisme. Euh, mais pas que aux autorités de contrôle, mais aussi à des organismes tiers, peut-être des sous-traitants, peut-être non, l'organisme lui-même est sous-traitant, par exemple. Donc ce bilan-là peut peut-être rassurer les, les, euh,
les éditeurs, les prestataires, les clients potentiels de ces éditeurs, par exemple aussi, qui peuvent souvent se poser la question de savoir comment est-ce que finalement mon sous-traitant pilote cette conformité, la conformité. Donc, ça peut devenir en quelque sorte un outil qui permet de rassurer ces acteurs-là, dépendamment bien sûr de la position que l'organisme a. Euh, mais dans tous les cas, ça permet de démontrer quelles garanties sont mises en place, est-ce qu'elles sont suffisantes ou pas, que ça soit sur le plan technique, organisationnel. Et donc, voilà, sa communication finalement à ce bilan a plusieurs intérêts dépendamment du cas, dépendamment de lorsque c'est nécessaire ou pas de le partager. Ce qui est important de garder en tête, c'est de savoir que sa communication est importante et qu'elle va servir sur plusieurs points finalement au DPO. Euh, Léla, juste un point si tu me peut-être, permets. oui, bien sûr. Effectivement, sur les tiers, on a tendance à oublier quelque chose. Euh, Ça sert aussi beaucoup, ce bilan, pour rassurer tout ce qui est investisseurs, partenaires Ah, commerciaux. c'est vrai. En fait, dans le monde de Mm. la tech, de l'e-commerce, du retail, souvent, en fait, on a des bilans qui sont presque produits en forme de storytelling, qui sont partagés comme ça pour être vraiment le plus visuel possible. On va en parler juste après dans vos retours. Oui. Et en fait, ouais, on s'aperçoit qu'il y a des formats très différents. Et les tiers, ouais, ça rassure énormément le futur partenaire commercial, hein. Oui, c'est vrai, surtout dans les due diligence, les phases d'investissement, comme tu le dis, c'est très important de montrer quelles démarches sont mises en œuvre finalement pour être conforme. Donc, c'est vrai que c'est un point très important. Et ça ramène à la question des retours. Donc, on comprend finalement que de réaliser le bilan, c'est une pratique qui est fortement recommandée, qui, en quelque sorte, s'inscrit naturellement dans le champ des actions du DPO, parce que ça permet donc ce pilotage de la conformité. Euh, mais Mathieu, toi qui as un peu l'expérience terrain, qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis des DPO? Comment est-ce qu'ils perçoivent, comment est-ce qu'ils utilisent ce bilan? Quelles Ouais. problématiques peut-être? Ouais. Euh, Est-ce que ça sert vraiment après avoir exposé tout ça? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais. Bah, moi, je rassure tout le monde, effectivement, c'est un outil qui est absolument enfin, inévitable, incontournable aujourd'hui. Et en fait, je crois qu'une des problématiques principales, ça va être le format du rapport. On s'est beaucoup interrogé depuis des années sur quelle forme ça doit prendre, qu'est-ce qu'on doit mettre à Mhm. l'intérieur. Là, on va vous partager aussi, il me semble, là, mais le modèle de la CNIL qui est sorti assez récemment, Oui. qui est en fait un guide, hein, plus qu'un modèle sur voilà, comment on fait les choses. Et je crois que oui, j'avais envie de vous partager ça parce qu'on a fait donc plusieurs fois ce webinaire. Et puis en accompagnant les clients au jour le jour, bah, on s'est aperçu quoi, il y avait des pratiques très différentes, des retours très différents sur l'intérêt que ça a de le faire, qu'est-ce que ça a débloqué chez eux. Et voilà, je vous propose de faire un petit focus là-dessus, tout Mhm. simplement parce qu'en fait, euh, on s'est aperçu d'une chose quand même, c'est que ce reporting, ce bilan, s'il s'est vraiment imposé comme la meilleure pratique pour démontrer la conformité continue, il faut reconnaître qu'il a pris plusieurs formes en fonction notamment des pays, des régions. Mhm. Et donc, on a pu notamment observer que on a des diversités en Europe, hein, ne serait-ce qu'au sein de l'Europe, de pratiques de reporting. Elles sont franchement vraiment très hétérogènes. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Bah, dans des pays notamment anglo-saxons, en Irlande, au Royaume-Uni, ce bilan, il tend à adopter une approche très orientée vers la gestion des risques. En fait, ce fameux risk Mhm. management qui est directement associé à des indicateurs clés de performance, donc les KPIs. Donc les retours qu'on a de ces DPO-là, britanniques, notamment dans le secteur de la santé, montrent que le rapport, il est souvent intégré dans des dossiers remis aux administrateurs, où il côtoie directement bah, les rapports financiers et opérationnels. Mhm. Cette proximité, dans les faits, force le DPO à adopter un langage ultra concis, chiffré, très chiffré même, et orienté vers l'impact business. C'est avant tout un rapport qui est très visuel. Alors qu'en France,
en Europe, là où on a quand même aussi, nous, plus largement des retours, sous l'influence d'ailleurs d'associations professionnelles, comme tu l'as mentionné, Leïla, la FCDP, le bilan annuel, il prend souvent une dimension plus littéraire, pédagogique, on pourrait dire. Euh, il sert d'outil de sensibilisation et de valorisation du Mhm. métier. C'est vraiment un outil qui a été conçu pour éduquer la direction autant que pour l'informer, mais beaucoup moins visuel que ce que nous proposent les anglo-saxons, qui axent du coup beaucoup plus ça sur le risque. Donc on retrouve ces deux grandes typologies, et c'est vrai qu'il y a aussi bah, peut-être parfois une audience qui est un tout petit peu différente. Et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que on a aussi un troisième modèle, un peu hybride, qui lui est tourné vers, enfin utilisé beaucoup en tout cas par le monde de la tech, du retail, de l'e-commerce, où en fait là on va se focaliser sur la valeur de la donnée, la confiance client et l'innovation. C'est vraiment fait pour rassurer les partenaires commerciaux, les investisseurs. Mhm. Ce sont des présentations très très visuelles, encore plus que les anglo-saxons. Voilà, on vise le COMEX, hein, très clairement. Et parfois, oui, c'est simplement du storytelling, des cas clients, donc très très éloigné de nos pratiques à nous, qui sont vraiment très littéraires, où on détaille l'ensemble de ce qu'on a fait. Et aucun n'est sincèrement mieux que l'autre, mais c'est vrai je pense qu'on vous en parlera dans la partie des recommandations. Plus c'est visuel, plus c'est contextualisé, plus facilement on a aussi à convaincre notre auditoire. Et c'est vrai que au tout début, les rapports DPO, enfin le bilan annuel, pouvait parfois être très très long, parfois un petit peu très prosaïque. Donc, Mhm. à ne pas hésiter aussi à mettre beaucoup de chiffres, en fait, tout simplement. Donc tu Alors dirais ensuite, peut-être ouais, bien sûr, le juste dis-moi. milieu entre l'approche britannique et l'approche... c'est ça Ouais, ce bah, qui peut-être le... c'est un peu cette nouvelle génération de bilans où en fait on a des éléments très impactants, très visuels et qui font sortir tout de suite. Je vais prendre un exemple très concret, les demandes de droit, une explosion de demandes de droit au sein de notre département. Mhm. Ça peut justifier complètement une augmentation du budget de tous ces moyens-là et c'est beaucoup plus parlant d'avoir des visuels pour justifier tout ça. Moi je pense que ça passe beaucoup par là, le contextualiser au maximum ce qu'on est en train de présenter. Parce que c'est ce qui reste, on est aussi des humains, ça passe par le visuel, ça passe par ces éléments-là qui peuvent être critiques parfois. Donc, ouais, on a beaucoup de retours de DPO, notamment l'année dernière, qui nous faisaient part de ça sur les demandes de droit, les violations de données. C'est Mhm. deux gros arguments pour créer des visuels, associés bien sûr à toute la partie de l'analyse, mais qui montrent en fait le besoin de budget. Et on va en parler maintenant parce que c'est le pourquoi du bilan. Alors, Leïla a rappelé l'ensemble des conditions presque légales qui forcent indirectement les DPO à établir ce bilan. Euh, mais en fait, le retour qui nous en est fait, c'est le défi majeur, hein, sincèrement, c'est à obtenir des ressources suffisantes pour vos budgets, pour vos équipes. Souvent, ils l'ont qualifié de bataille pour les ressources. C'est un terme qui est beaucoup revenu. Euh, et certes, le RGPD, par contre, oblige dans l'article 38.2 le RT à fournir les ressources nécessaires au DPO pour l'exercice de sa mission. Mais en réalité, cette obligation, elle reste souvent théorique tant qu'elle n'est pas traduite en besoins concrets, financiers concrets. Et c'est là où, en fait, même si le bilan annuel, il n'est pas obligatoire, vous, c'est un formidable outil pour aller défendre un budget, obtenir plus de moyens financiers, de l'aide ressources humaines et compagnie. Et c'est vrai que pour moi, tout ce que j'ai pu recueillir en que retour de la part de nos clients, c'est que ce bilan, il joue un rôle de catalyseur financier. Enfin, vraiment, c'est un outil indispensable euh, pour, euh, pour défendre un budget, pour se battre. Parce qu'on sait que le Mhm. DPO, c'est pas celui qui bénéficie du budget le plus important, généralement, des entreprises. C'est parfois un peu le parent pauvre. Or, il va cumuler de plus en plus de responsabilités. On va parler un tout petit peu de l'IA Act juste après. Et c'est vrai que là, c'est un bilan qui va devoir servir à légitimer toutes ces nouvelles responsabilités et tous les témoignages qu'on a reçus vont dans ce sens. Ils invitent, ils appellent à créer ce qu'ils mentionnent eux comme un choc de réalité. C'est-à-dire, on a une fonction un peu opaque qui est certes sous la direction mais qui n'est pas
un féodé à la direction, qui a une certaine Mhm. marge d'autonomie, mais qui du coup parfois dans cette opacité n'arrive pas à faire vraiment comprendre les enjeux de la privacy. Ce que Leila a très bien décrit dans la première partie. Et c'est-à-dire que, en fait, en mettant en parallèle le volume croissant de données traitées, la complexité des nouvelles réglementations comme l'IA Act, la stagnation des effectifs, ce rapport, il doit servir à rendre visible le sous-investissement, mais aussi le danger que cela crée sur le risque, sur l'entreprise, sur les données. Donc, ça, c'est vraiment un risque qui n'est pas simplement théorique. C'est un très très bon exemple d'ailleurs d'un DPO qui nous a remonté ça. Dans le secteur bancaire, d'ailleurs dans les grandes entreprises en général, l'analyse des rapports annuels montre une corrélation directe entre la qualité du reporting du DPO et l'allocation des budgets IT et cybersécurité. Donc là, il y a un impact direct, une corrélation absolument directe entre ces deux documents, ce document, le bilan annuel, et le financement de l'autre côté. Donc, vraiment un outil qui est parfaitement indispensable et qui a des conséquences très concrètes. Alors, un autre point qui est souvent mis de côté et pourtant qui nous est remonté très souvent, peut-être sous-estimé, c'est que le bilan annuel, il représente aussi un véritable antidote euh, à l'isolement du DPO. C'est une dimension qui est rarement évoquée, mais qui est pourtant critique. On parle ici de la santé mentale du DPO. C'est un métier qui est exposé par nature euh, à une forte pression, à une responsabilité morale importante, une veille juridique permanente, une position de garant qui est parfois perçue comme un obstacle par les équipes opérationnelles, hein, on le sait, ça nous est remonté très souvent. Parfois, il nous embête, le DPO, il vient nous titiller sur des points juridiques qu'on ne comprend pas. Et donc, on a un sentiment assez profond d'isolement et une charge mentale très élevée. Et dans ce contexte, eh bien, le bilan annuel, il agit comme un mécanisme à la fois de reconnaissance, mais aussi d'objectivation. Il permet de rendre visible une charge de travail qui, au quotidien, en fait, elle est faite de micro-tâches, de conseils informels, de gestion de crise qui ne sont pas forcément apparents directement. Le bilan, lui, il compile ces milliers d'actions invisibles en un tout cohérent et tangible. Il valide en fait le sentiment que le travail a été fait. Et puis, du coup, il permet une rupture de l'isolement. La présentation formelle du bilan au conseil d'administration ou au comité exécutif, ça force une interaction directe avec la hiérarchie. Là, vous sortez du bureau et vous exposez un petit peu la légitimité de votre position. C'est un moment qui est très important et qui est très attendu. Donc, moi, à ce titre-là, pour en avoir discuté beaucoup avec nos métiers, avec nos clients, les initiatives de réseaux de soutien ou de cafés virtuels entre DPO montrent bien que la communauté cherche activement des moyens de briser cette solitude. Et donc, le bilan annuel, ça en est un vecteur institutionnel. Pour terminer sur cet aspect vraiment du travail du DPO, je voudrais évoquer avec vous un autre point qui nous est énormément remonté, c'est le partage de la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant signer, en faisant valider ce bilan annuel par la direction, le DPO, il transfère, symboliquement et surtout juridiquement, la responsabilité résiduelle. En substance, en fait, là, juste, il va dire, voici l'état des lieux, voici les risques qui demeurent par faute de budget, maintenant vous en avez connaissance. À partir de là, la responsabilité, elle est partagée. Et ça, très concrètement, on le voit, on nous le remonte, ça allège énormément le poids moral qui pèse sur les épaules du DPO. Là-dessus, surtout, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, des retours, Des parce que commentaires. on est très friands de ce que vous aurez à nous dire. Ce sera bien évidemment redit l'année prochaine en tant que nouveau retour. Euh, donc voilà. Alors, encore un point qui nous a été remonté et qui, pour moi, est ultra intéressant. Et vous allez voir, c'est encore des choses très, très pratiques des personnes qui ont travaillé longtemps dans ce milieu-là. C'est qu'en fait, ce bilan annuel, ça devient l'outil de défense ultime du DPO. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il permet de documenter que
vous avez bien rempli votre devoir de conseil et d'alerte. Si une entreprise décide d'ignorer une recommandation critique en matière de sécurité, euh, et que cette recommandation est consignée dans le bilan annuel, remis à la direction, le DPO ne peut pas être tenu responsable de l'inaction de ses hiérarchies. Et tous les retours montrent que nos DPO utilisent le rapport pour dater, tracer Mhm. et formaliser leurs alertes. Il se crée ainsi une forme de bouclier juridique, personnel, et pour eux, ils le voient vraiment comme une forme ouais, de protection professionnelle indispensable. C'est-à-dire qu'ils se couvrent aussi par toutes ces actions-là, qui sont consignées quelque part. Le reste de l'année, c'est vrai ils peuvent faire des remontées par-ci, par-là, mais ce bilan annuel, c'est l'occasion de consolider toutes ces remontées-là. Et bien évidemment, encore une fois, d'aller chercher, en se basant sur ces objectivations, du financement pour l'équipe supplémentaire. Et puis, alors, chose très intéressante et d'actualité, euh, on observe aussi notamment sur l'actualité juridique autour de l'IA, des DPO qui ont fait le choix d'intégrer un volet à leur bilan annuel, un volet qu'on pourrait appeler éthique et intelligence artificielle. Certains exigent, par exemple, dès maintenant, dès à présent, un inventaire complet des algorithmes utilisés par l'entreprise ou une évaluation d'impact algorithmique. Ces Mhm. DPO, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont positionné le bilan comme une première étape vers la conformité au futur règlement sur l'IA. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça leur a permis de poser les bases d'une gouvernance IA, de forcer les équipes techniques à documenter leurs modèles, donc dès à présent. Aujourd'hui, on sait très bien que l'IA Act arrive, et en fait, bah, ces organisations, ces DPO, ils se sentent prêts. Et c'est un argument très très fort pour les investisseurs. Et là, le bilan annuel, vous voyez, il s'élargit un tout petit peu. Ça devient aussi un outil d'anticipation réglementaire qui prépare l'entreprise, l'organisation, eh bien, aux futures vagues législatives. Il se positionne vraiment en tant qu'avant-garde là-dessus. Donc on a vraiment sur ces retours beaucoup de façons d'utiliser ce qui est à la base un bilan annuel, donc un texte qui était au tout début très formaliste, très formalisé, très formel, euh, aujourd'hui sur un moyen de se défendre, d'alerter, euh, de récupérer du budget. Donc on a plein d'utilisations possibles. C'est ça qui est passionnant aussi avec un document qui paraît parfois un peu, euh, en tout cas au tout début, un peu simple et puis un peu rébarbatif. Mhm. C'est qu'en fait, on peut transformer cet ennui en plein de forces possibles. Et, et en conclusion, moi, il me semble important vraiment de s'interroger sur l'avenir en fait du bilan du DPO parce que euh, notamment avec l'arrivée de l'IA Act, parce que, Mhm. en fait, de nombreuses organisations avec qui on a discuté envisagent de coordonner, voire de fusionner le rôle du DPO et le rôle de responsable de la conformité IA. Et donc, le bilan annuel est peut-être alors appelé à devenir le document central de la gouvernance numérique éthique. C'est une question que je joue, on peut en discuter, hein. Une gouvernance qui englobe les données personnelles, la transparence algorithmique, la cybersécurité, notamment au regard, bien sûr, de NIS 2 et du règlement DORA pour tout le secteur financier. Donc voilà, on a beaucoup de DPO qui utilisent déjà ce bilan-là pour préempter ces Mhm. sujets et montrer leur direction, en fait, qui sont les pilotes dès maintenant de cette nouvelle régulation. Voilà. Voilà Et pour ces retours. donc, on a vu que c'est très, très utile pour plein de raisons. Ah oui. Peut-être qu'on peut passer à comment faire, tout simplement. Maintenant qu'on a vu tout ça. Euh, et surtout que la CNIL, dans ses bonnes pratiques, a évoqué le fait que les logiciels RGPD, logiciels de conformité, arrivent à proposer un bon outil de reporting finalement pour recréer ce bilan. Parce que ça serait facile en fait d'aller retrouver les bonnes statistiques, d'aller retrouver ce qui se passe d'une manière un peu dynamique sur le registre de traitement, sur la gestion de plein d'autres documents, donc qui peut, enfin, vu que c'est possible de faire tout ça sur ces logiciels-là. Peut-être qu'on peut voir avec toi, Mathieu, comment faire sur Dastra, quel modèle en fait finalement
et, et le plus effectif. Quel bon réflexe, pardon, quelle bonne pratique à avoir dans ce process. Euh, et comme on l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra avoir un temps vers la fin du webinaire dédié, mais si on peut y répondre à fur et à mesure, c'est aussi très très bien. Euh, donc, Mathieu, je te laisse prendre la main. Ouais, merci beaucoup. Oui. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas effectivement si on a beaucoup de personnes qui sont déjà clientes d'Astra aujourd'hui ou pas. Je vais vous présenter effectivement, peut-être un peu rapidement pour ceux qui ne connaissent pas l'application. Je vais aller un petit peu vite malheureusement parce que le temps nous est compté. Mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit en termes de démonstration sur l'outil ou sur ce module spécifique, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous et à demander une démonstration. D'accord? Alors, simplement pour dégrossir un tout petit peu le tableau avant de commencer, eh bien, Dastra euh, est de toute façon un outil de reporting par nature. Et donc, on a prévu plusieurs choses, trois choses qui vont vous permettre d'accélérer ce travail de reporting, parce qu'on sait très bien une chose, quand c'est fait à la fin de l'année, le bilan, voilà, c'est là où ça devient dangereux, c'est là où on est paniqué. Et ce qui est génial avec Dastra, c'est que bah, ça nous permet de suivre tout au long de l'année tous ces éléments dont on a parlé, les demandes de droit, les violations de données, l'état de nos traitements, l'état, l'avancement de nos PIA, et d'en faire en fait bah, des rapports très condensés qu'on va pouvoir présenter assez rapidement. Donc même si on est un peu en retard sur notre planning, on sait que vous êtes toujours très débordé, ben, en fait, ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Alors, je vais partager mon écran. Et là, tu me diras si ça fonctionne parce que c'est jamais. Oui, Ok. Est-ce que vous voyez bien mon j'ai écran? arrêté le partage de mon côté pour que ça fonctionne normalement. Ouais. C'est bon? Toi, tu Hum, vois bien de ton côté? c'est très bien, oui. Ok, Je vois. super. Alors, c'est un environnement chez moi qui est de démonstration, de test, donc toutes les données sont factices, ce qui peut fausser aussi un petit peu les résultats, mais ne vous inquiétez pas, comment dire, l'objectif c'est de vous montrer les possibilités d'Andastra pour réaliser ce bilan annuel et puis de partir de là que vous puissiez après le faire par vous-même. Alors, dans Dastra, on a plusieurs environnements de travail. Aujourd'hui, je vais aller dans le mien qui est un environnement, comme je l'ai dit, de test. Et la première des choses à savoir, c'est que, eh bien, nous avons créé un modèle de questionnaire qui reprend quasiment mot pour mot, et puis dans les parties, eh bien, en fait, le modèle de la CNIL. On va vous interroger sur ce que vous avez fait cette année. Alors, où le trouver? Eh bien, dans Dastra, vous avez un module de questionnaire. Juste ici, vous allez voir que le mien est déjà bien bien rempli. J'en ai téléchargé beaucoup. Mais simplement pour trouver notre modèle, eh bien, vous pourrez vous rendre ici en cliquant sur «À partir d'un modèle», et puis tout simplement avec le mot-clé «bilan», vous allez pouvoir tomber sur le bilan annuel des activités, qu'on n'appelle pas bilan du DPO, parce que, comme on vous l'a indiqué avec Léla, au début, bah, Dastra se veut aussi le plus ouvert possible à tous les métiers, et sincèrement, ce modèle de questionnaire peut être adapté à votre activité si vous n'êtes pas DPO ou peu importe le métier que vous exercez. Donc, c'est un modèle qui comporte beaucoup de questions, hein, qui peut être effectué sur plusieurs jours, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir en une seule fois. Dastra enregistre vos réponses et vous permet de repartir de là où vous êtes arrêté la dernière fois. Simplement, vous verrez, ça va suivre un petit peu les recommandations de la CNIL, vous interroger sur le registre, l'évolution des traitements, les objectifs pour l'année. Vous allez pouvoir insérer à la fois du texte, des images, des captures d'écran. Je peux en faire la démonstration tout à l'heure, vous allez voir, c'est très complet. Et puis surtout, eh bien, vous pouvez vous le transmettre. Vous pouvez le transmettre à la direction, aux partenaires, assez facilement, en fait, hein, le résultat. Donc ça, voilà, Dastra a mis en place ce questionnaire. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on a quand même presque une petite centaine de questions, je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un document Oui. assez exhaustif, qui prend du temps. Bon, même s'il est fait à la dernière minute, ça peut aller vite quand même. Et voilà, simplement pour à la fois vous donner déjà une bonne structure dans le format, on a beaucoup parlé du format, et ensuite pour garder une trace, ne serait-ce que dans Dastra. Voilà. Ça, c'est une première chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est ce modèle. Ensuite, on a autre chose, c'est que Dastra, dans tous ses modules, prévoit une partie, un module statistique.
Je vais prendre notamment le module de registre de traitement de données. Vous allez voir que vous avez un module. J'ai pas du tout cliqué au bon endroit, donc du coup, au vu du nombre de données chez moi, ça va prendre du temps à charger. Mais vous avez un module statistique. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand vous allez faire vos rapports annuels. Vous allez pouvoir filtrer sur tout un ensemble de critères, l'unité organisationnelle, si vous avez plusieurs entités légales au sein de votre espace de travail d'Astra, sélectionnez celle qui correspond, et vous allez voir que vous allez pouvoir exporter tous ces graphiques dans des formats qui sont sincèrement assez, assez larges, assez nombreux en tout cas. Et ce petit module statistique, à quelques très rares exceptions près, eh bien en fait, il est présent absolument partout, hein, sur les tâches et la planification. On va pouvoir avoir des statistiques parfois très avancées, hein, sur les tâches. On peut parler, alors je crois que je n'en ai pas beaucoup sur cet espace-là. Bon, je pense que pour nos clients qui en ont quelques dizaines, voire centaines, ça a beaucoup plus d'intérêt, mais de suivre un petit peu l'avancement de tous nos projets, hein, autour d'Astra, les tâches sont souvent, la plupart du temps, reliés à des projets, d'en suivre l'avancement, de suivre l'avancement aussi de nos collaborateurs par rapport à ça. On peut parler des statistiques qui sont positionnées sur les demandes de droit, hein, de pouvoir visualiser un petit peu les étapes de ces demandes, où est-ce que vous en êtes dans la validation de ces étapes, quels sont le type de demandes qui ont été formulées par vos propres clients. Voilà, donc on a quelque chose de très exhaustif, très complet. On peut aussi retrouver sur les incidents, les violations de données, voir un petit peu où on en est, par exemple, par rapport euh, à la déclaration d'incident, aux mesures correctives, la clôture de l'incident. Donc tout ça peut parfaitement, et notamment c'est ce que je voulais vous montrer, euh, faire l'objet d'une capture d'écran et puis renseigner à l'intérieur d'une réponse du questionnaire. Donc vous pouvez avoir les deux en parallèle et construire votre bilan annuel avec à la fois des éléments très visuels, on en a parlé, c'est ça qui fait vraiment la différence, et des questions présentes, déjà préemptées par Dastra, où vous avez plus qu'à positionner votre réponse, tout en le modifiant au fur et à mesure du temps. Voilà, et une dernière chose avant de clôturer peut-être et de laisser la parole à Leïla, c'est simplement tout ce qui est des rapports personnalisés. Les rapports personnalisés, au-delà des statistiques que je vous ai montrées à l'instant, ce sont des statistiques croisées. D'accord? Là où les stats que je vous ai montrées sont comment dire, limitées par module et parfois dans la complexité de ce qu'on peut afficher sont assez limitées, on a voulu donner à nos clients l'option d'aller rajouter autant de métriques ou de dimensions qu'ils souhaitent, c'est-à-dire de pouvoir par exemple en faire des statistiques ce qu'ils veulent, hein, et pouvoir rajouter le nom de l'unité organisationnelle, le nom des personnes en charge, les étapes, bref, on peut rentrer dans un détail assez important qui facilite en fait le bilan annuel, qui peut d'ailleurs, ce bilan, en fait, être parfaitement raccordé à des outils BI. Je ne sais pas si parmi vous, vous en utilisez beaucoup. Et en fait, on va agréger tous ces bilans, tous ces rapports à un seul bilan avec Power BI et obtenir quelque chose en fait qui est actualisé en permanence, notamment au moment où vous le montrez. C'est la grande différence par rapport aux captures d'écran sur les statistiques, c'est que ça va être un instantané. Elles vont pas beaucoup évoluer. Et je peux vous garantir qu'un rapport fait avec Power BI qui lui-même évolue au fur et à mesure, sur une présentation, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose qui, pour le coup, est très actualisé et beaucoup plus pertinent, du coup. Donc voilà, c'est un petit peu. Alors là, j'en ai un, par exemple, qui vous présente en fonction de tous mes départements et de toutes mes directions chez moi, qui là ont été bien sûr un petit peu anonymisés, mais voilà, on comprend un petit peu ce que ça représente. Eh bien, l'état de mes traitements, c'est-à-dire que moi j'ai chez moi quatre grandes étapes. Vous pouvez les voir, les étapes nouvelles, a été validée, besoin d'informations ou en cours, et qui me donne une bonne idée de d'où en sont mes traitements au sein de mon registre de traitement, et notamment avec un indicateur en plus qui va être celui de la moyenne de la qualité de ce traitement. À combien de pourcents il est rempli? Est-ce qu'il est bien rempli ou pas? On pourrait parfaitement envisager, par exemple, d'afficher à la place un pourcentage de sensibilité qui viendrait nous expliquer, nous indiquer si un traitement contient des données sensibles. Voilà. Donc on peut vraiment en faire un petit peu ce qu'on veut là où les statistiques
sont des visuels natifs de Dastra et ne sont pas amenés à évoluer, et bien avec ce module-là, vous pouvez en faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je vous montre peut-être deux autres types de bilans que j'ai créés à l'occasion. Un bilan qui, lui, est plus positionné sur les demandes de droit, les demandes d'accès, et qui vient pour mon espace de travail, et bien un petit peu me montrer quel type de droit est sélectionné et dans quelle mesure on a reçu quel volume en fait est concerné par cette demande. Et là, on voit notamment que bien des droits à la limitation sont surreprésentés sur eh bien la société 2, juste ici. Donc voilà, tout ce type de graphique avec là qui reste très basique, mais sur lequel vous pouvez aller venir très simplement modifier le graphique, en faire des diagrammes en barre, en circulaire. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser, avoir quelque chose qui correspond et qui soit vraiment très, très personnalisé. Et enfin, le dernier, bah, tout simplement quelque chose de très, très simpliste, mais le statut de vos PIA, c'est-à-dire de pouvoir, moi j'en ai pas beaucoup sur un espace de test, mais de votre côté, d'avoir en quelques secondes la possibilité de les visualiser, et bien tout simplement, sur l'ensemble de vos PIA, combien sont démarrés, combien sont en cours, combien sont terminés, clôturés, etc. D'accord? Encore une fois, tout ce qui va être de l'étape de processus en bas est parfaitement customisable. Donc là, bon, vous m'excuserez, je suis resté sur quelque chose par défaut de très simple. Mais voilà un petit peu pour ce qui est de ces outils que Dastra met à votre disposition, bien évidemment. Voilà. Leïla, si tu veux reprendre. Ou sinon, je continue, pas de souci. Notamment pour vous parler un petit peu des bonnes pratiques. On voulait un petit peu finir ce webinaire avec vous sur, en fait, sur les recommandations Oui. à la fois de la CNIL et puis... Mathieu? oui, oui, Léla, je t'aurais trouvé. Oui, pardon, ça a coupé. Ça a coupé, D'accord. je ne sais pas pourquoi. Ah, non, je voulais savoir si tu voulais terminer sur ça ou si tu voulais que je parle un petit peu des recommandations pour aller vite. Ça dépend tout simplement si on a des questions ou si on n'en a pas. Ouais, Comme il je vais reste que 10 regarder. minutes, Ouais, tout à fait. Tu as raison. Il n'y en a pas beaucoup de questions pour je l'instant. regarde N'hésitez pas encore. surtout à nous faire des retours aussi, hein, même pas forcément des questions, mais simplement nous dire un petit peu dans votre quotidien qu'est-ce que vous avez pu observer comme problématique par rapport au bilan annuel. Et, euh, et voilà. Bah, écoute, Léla, je te propose sinon pour moi Bon, oui. je peux parler un petit peu des dernières recommandations, tout simplement pour terminer Oui, bien sûr. ce webinaire, Vas-y. Mm. qui vont être franchement très simples et très triviales, mais je pense que ça fera une belle conclusion. Euh, la première recommandation, c'est de toujours, absolument toujours contextualiser, ne jamais présenter un chiffre ou un graphique sans son contexte business, toujours argumenter. La deuxième recommandation, vous Mhm. l'avez, je l'ai beaucoup répété, c'est de visualiser au maximum, utiliser la data vise, les statistiques de Dastra pour rendre les risques tangibles. Il faut vraiment que votre direction et vos interlocuteurs puissent comprendre tout l'enjeu qu'il y a autour de votre pôle, de votre équipe. Troisième recommandation, ce serait d'humaniser, de parler des équipes, de la culture et pas seulement des serveurs ou des risques. La quatrième recommandation, ça va être de responsabiliser. C'est vraiment, comme on l'a dit, et ça a été un retour qui nous a été très précieux, c'est utiliser le rapport pour acter les transferts de risques vers la direction. Et enfin, la dernière recommandation que moi je ferai en tout cas, c'est de valoriser, c'est de célébrer aussi et avant tout les succès pour créer une dynamique positive. Moi j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à l'approche un petit peu qui se fait du storytelling, des cas clients dans le cadre d'entreprises de l'e-commerce, du retail et de la tech notamment. Et ça, voilà, il faut peut-être aussi qu'on sorte d'un document ultra littéraire pour vraiment aussi positionner en avant tout ce qui a été fait, bien fait et qui a créé une dynamique positive. Voilà. Léla, je te laisse le mot de la fin. Et puis, tu as très bien résumé les bonnes pratiques et aussi surtout de savoir que c'est un document qui doit être vivant, que plutôt que de le rédiger en une seule fois, en fait, que Ouais. ce soit à la fin de l'année ou au moment dont vous avez l'habitude, mais peut-être c'est mieux de l'alimenter en fait au fil de l'eau tout au long de l'année, dans la mesure du possible. On sait tous que on est vite submergé par nos missions, les tâches, le day-to-day, mais
dans la mesure de possible, de l'alimenter au fil de l'eau et le structurer par catégorie d'activité, la sensibilisation, le conseil, le contrôle, tout en s'aidant bien sûr et en s'appuyant sur les statistiques, les chiffres, les visuels, comme Mathieu, tu l'as très bien expliqué, que ça reste un outil visuel aussi. Euh, voilà. En faisant ça, en le traitant en tant que document un peu dynamique ou vivant, ça permet d'éviter la surcharge de la fin Ah, de l'année, de peut-être limiter les oublis, parce qu'on peut oublier, on vit tous, on ne sait plus sur ce qu'on a travaillé toute l'année. Euh, et puis ça permet de faciliter les échanges aussi intermédiaires. Donc il y a plein de raisons que ça soit quelque chose qu'on fait voilà, pas en une seule fois, mais tout au long de l'année. Euh, je pense que on a un peu tout dit. Euh, il y a peut-être les éléments qu'on peut placer en annexe. Est-ce que donc tu as montré qu'on peut mettre des captures d'écran à fur et à ouais. mesure du questionnaire qui sert de base pour le bilan. Donc ça s'exporte à la fin. Ah oui, tout à fait. C'est ça, ça Oui, s'exporte tout à fait. en PDF. Ouais. Et est-ce qu'on peut, donc j'imagine qu'on peut, en l'ayant exporté finalement le produit final, si besoin, d'annexer, s'il y a besoin, en fait, peut-être des échanges avec la CNIL, Ouais. peut-être Ouais, des parfaitement. AIPD ou des analyses un peu plus approfondies. Mais voilà, quand on le traite sous forme de questionnaire, en mettant toutes les captures d'écran, toutes les réponses qui sont pertinentes, et donc à travers ce guide finalement qui est le questionnaire, ça devient peut-être plus simple, plus enfin, c'est pas une obligation, mais voilà, cette tâche de bilan qui peut être un peu lourde, elle se simplifie. Et on essaye au mieux, avec Dastra en tout cas, de vous simplifier les tâches. En fait, réciproquement, Donc, Leïla, tu peux effectivement exporter beaucoup de choses avec le questionnaire, mais tu peux aussi joindre ouais. beaucoup de choses à l'intérieur, et notamment tous les Genre, documents ouais, pratiques ouais. qui ont été mis en place au Mm. sein de l'organisation, les politiques de confidentialité, les référentiels internes, les Par chartes exemple. informatiques, Mhm. les mentions RGPD dans les contrats, toutes les annexes. Super. Ça, au sein d'un questionnaire, vous pouvez tout positionner. Et je crois que c'est une des dernières questions où vous avez à joindre tous ces documents-là, afin que, bah, au moment de l'export, tout soit repris. Ça vous fait un bon dossier, en fait. Plus qu'un bilan, là, on est clairement sur un très très gros dossier. Donc, Je pense que nous n'avons pas de questions. bah, en tout cas, on espère que ça aura pu vous être utile. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite un bon courage pour la rédaction de ce document s'il n'a pas encore été terminé. On espère que ça aura pu vous donner aussi des retours qui maintenant pourront vous permettre d'arriver avec des armes pour la présentation de ce bilan qui reste un combat. Et, et voilà, que vous obtiendrez le budget maximum pour vos équipes. Voilà. Oui, c'est ce qu'on espère pour tous et pour Noël peut-être. Mathieu, merci beaucoup Merci à toi. pour ton aide et tes retours très pertinents. Et à bientôt dans un prochain webinaire. Très À bonne journée à bientôt. tout le Bonne monde. journée. Au revoir. Au revoir.